Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce mardi 28 novembre. Demain s'ouvre à Abidjan le 5e sommet UE, Union africaine. Plusieurs chefs d'État ont commencé à arriver dans la capitale économique ivoirienne. Nous parlerons des enjeux de ce sommet avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano. À la veille de ce 5e sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé la campagne E4She, entendez, lui pour elle. C'est un concept pour promouvoir l'égalité des sexes. La cérémonie s'est déroulée ce mardi au palais présidentiel. Le président français Emmanuel Macron a entamé sa tournée africaine. Première étape, le Burkina Faso, où il s'est adressé à des étudiants de l'université de Ouagadougou. Il a évoqué la lutte contre le terrorisme, le franc CFA et l'esclavage en Libye. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est demain que s'ouvre ici à Abidjan le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les différentes délégations, comme vous le voyez dans les images, ont commencé à arriver dans la capitale économique ivoirienne. Plusieurs chefs d'État sont donc présents à Abidjan pour ce sommet, notamment les présidents de Comores, de la Tunisie, du Nigeria, de la Guinée-Conakry, de l'Angola, du Niger, de l'Afrique du Sud, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée équatoriale, et le Premier ministre libyen est également à Abidjan pour ce sommet. Ils participeront aussi à ce 5e sommet de l'Union africaine et européenne. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre de Guinée-Bissau sont présents à Abidjan depuis hier. Ils ont été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté bien sûr sur le 5e sommet UA, Union européenne. Alexis Ouedraogo. Deux audiences inscrites à l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara en fin de journée ce lundi. La première accordée au président de la Commission de l'Union africaine, Mahama Moussa Faki, au cœur des échanges, le sommet UE-UA. Je remercie la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Ouattara, de toutes les dispositions prises pour la réussite de cet important événement. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe est un partenaire stratégique, et ce sommet qui se tient à Abidjan pour la première fois en Afrique subsaharienne est un événement d'importance. Monsieur le Président, merci pour votre leadership, votre professionnalisme en matière de développement, en matière de financement. Nous sont d'une grande utilité au moment où nous réfléchissons tous ensemble pour trouver des solutions, surtout à notre jeunesse. Question de l'emploi, question de la formation, les questions d'investissement. C'est par ça que nous pourrons trouver des perspectives à cette jeunesse qui traverse des moments difficiles et qui, pour partie, a dû même quitter les pays pour des aventures qui parfois se sont terminées dans des conditions particulièrement difficiles. Je pense à ce qui se passe actuellement en Libye. Les questions d'immigration, certes, sont en lien avec ce que nous discutons, surtout que la destination est l'Europe. Et donc, avec nos partenaires européens, certainement que nous parlerons de la mobilité, de la question de la migration. Et le plus important, c'est de réfléchir ensemble sur un développement durable en investissant dans notre jeunesse. À sa suite, c'est le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko, qui a été reçu par le président. Cet événement d'organisation de la sommet Union africaine, Union européenne, et je suis venu en tant que Premier ministre, président du Conseil des ministres, représenter la Guinée-Bissau ici, et mon président m'a chargé de transmettre ses salutations. L'occasion pour le Premier ministre de dire la gratitude du peuple de Guinée-Bissau au chef de l'État pour le soutien de la Côte d'Ivoire lors des périodes troubles dans le pays. Le président du comité de pilotage de ce sommet, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, multiplie les rencontres, donc les activités. Et à la veille de ce rendez-vous crucial, il a pris part ce matin même à une séance de travail réunissant les ministres des Affaires étrangères des pays participants. Il a évoqué avec eux quelques sujets qui seront bien sûr au cœur de ce sommet. Le ministre Marcel Amontano a également visité les sites devant accueillir les travaux. Il assure que tout est fin prêt pour ce sommet qui s'ouvre demain mercredi à Abidjan.
Et justement, le président du comité de pilotage est avec nous sur ce plateau, le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes avec nous et avec vous, on va évoquer principalement les enjeux de ce 5e sommet. Dites-nous, c'est désormais une question d'heure. Et la Côte d'Ivoire est-elle prête à accueillir ce sommet? Ce n'est pas une question d'heure, nous sommes dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire a accueilli aujourd'hui le président Alassane Ouattara, déjà près de 14 chefs d'État. La plupart des ministres des Affaires étrangères sont présents, puisque nous avons eu notre réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne ce matin à l'Hôtel Ivoire. Donc nous sommes dans le vif du sujet. La plupart des autres chefs d'État arriveront demain matin à Abidjan. L'organisation se passe relativement bien. Les gens sont satisfaits, ils sont contents d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, est en train de regagner son renom. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien et tout est fin prêt. Vous l'avez déjà assuré aux participants avec qui vous avez eu une rencontre ce matin. Alors la Côte d'Ivoire, notre pays, est le premier pays subsaharien à abriter cette rencontre. Comment expliquer le choix de notre pays? Qu'est-ce qui a milité en notre faveur? C'est le retour à la paix, la stabilité, le développement, le leadership du président de la République qui a su projeter dans le monde une image d'une Côte d'Ivoire qui s'est réconciliée, qui s'est retrouvée et qui est au travail. Sur cette base, les pays de l'Union africaine ont considéré de l'Union européenne que la Côte d'Ivoire avait la capacité d'accueillir un tel sommet. Vous savez, il s'agit de 83 membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui vont se retrouver. Si on y ajoute les démembrements de l'Union africaine et de l'Union européenne, on parle de 90 délégations. Le taux de participation au niveau chef d'État et chef de gouvernement est record. Si vous prenez l'Afrique, il y a 55 membres. Sur 55 membres, 43 chefs d'État et de gouvernement seront présents. L'Union européenne, c'est 28 membres. Et sur les 28 membres, 16 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Même quand on a les sommets de l'Union africaine à Addis Abeba, il n'y a pas un tel engouement. Il n'y a pas autant de monde. Je vous l'assure, madame. Et la Côte d'Ivoire, bien sûr, accueille ce sommet. C'est un honneur, vous l'avez dit. Alors, en cet instant précis, on a vu l'arrivée des chefs d'État, mais est-ce que vous avez un nombre exact de chefs d'État qui sont arrivés à Abidjan? Il y en a à peu près 14 aujourd'hui. 14 aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, il y en aura au total 59 chefs d'État et de gouvernement des deux côtés, UA, UE. Il y en a 14. Et donc demain, la plupart des chefs d'État vont arriver. Le président Macron, la chancelière Angela Merkel arrive même ce soir, etc. Donc, alors, quelles sont les grandes articulations de ce 5e sommet UA-UE? Alors, demain, dans la matinée, le président de la République aura des rendez-vous bilatéraux avec la plupart des chefs d'État qui sont déjà à Abidjan. Ensuite, il offrira un déjeuner en l'honneur de ses hôtes. Puis, ça sera la cérémonie d'ouverture autour de 14h30 qui sera ponctuée par un certain nombre de discours, dont celui de bienvenue du président de la République, évidemment le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union européenne, etc., le secrétaire général des Nations Unies. Et puis la photo de famille. Et après, on rentre dans le huis clos et les réunions thématiques. Alors, je ne vais pas vous donner tous les thèmes, ici. Mais si vous voulez, ça va, le thème de ce sommet, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Donc la jeunesse sera au cœur des discussions. La jeunesse sera au cœur, donc l'emploi, la migration, la modernisation de nos économies pour créer plus de plus-value, plus grande transformation de nos matières premières sur place, création d'emplois, etc. Et éviter aux jeunes ce phénomène migratoire qui se termine de manière dramatique dans la Méditerranée où on a assisté à ça, la question de la vente aux enchères. Bon, il y aura une déclaration d'ailleurs sur la situation des migrants en Libye à l'issue du sommet. Donc, madame, les sujets sont importants. Il s'agit de redéfinir notre partenariat et de faire comprendre que l'Afrique aspire maintenant à un développement, mais un développement différent de par le passé. Nous voulons transformer sur place nos matières premières et créer des emplois pour nos jeunes,
récupérer la plus-value qui se faisait en dehors de nos pays jusqu'à maintenant. Donc, nouvelle coopération. Nouvelle coopération, partenariats différents, partenariats rénovés, rediscuter les conditions d'accès de nos produits finis sur les marchés européens, rediscuter le problème de la migration légale aussi. Il n'y a pas de raison pour que des jeunes Européens puissent venir créer des entreprises en Côte d'Ivoire, des PME, que de jeunes Africains ne puissent pas le faire. Nous avons discuté de tout cela déjà au niveau des ministres et je pense que les chefs d'État vont se saisir de ces questions. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, quelles peuvent être les retombées d'un tel sommet? Écoutez, posez la question aux hôteliers, aux maquis, aux restaurateurs. Ils vont faire. Le président du comité de pilotage, vous pouvez nous donner une idée ici. Ils vont faire de bonnes affaires. Ils vont faire de bonnes affaires. Et les euros sont présents, les francs CFA, ça va bien se passer. Donc au niveau économique? Je crois qu'il y a des retombées économiques, mais surtout les retombées, vous savez, la grande préoccupation de tous les pays, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc, au terme de ce sommet, je pense que des solutions durables, des solutions concrètes seront prises en faveur de la jeunesse. Donc ça, ce sont les retombées essentielles. Et puis maintenant, il y a les retombées économiques. Alors, pour terminer, à l'endroit de la population, bien sûr, à la veille donc, de ce sommet, qu'avez-vous à leur dire à ces populations? Moi, je voudrais appeler les Ivoiriens à l'unité. Pour recevoir nos hôtes, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Akwa-Ba renferme bien plus de notions que bienvenue. C'est difficile de travailler à Akwa-Ba. Mais Akwa-Ba suppose l'union des cœurs et des esprits pour accueillir l'étranger. Donc je souhaite que les Ivoiriens fassent bloc autour de leur chef pour donner de la Côte d'Ivoire à travers une qualité d'accueil, à travers beaucoup de sympathie, de chaleur, l'image que la Côte d'Ivoire mérite. Les désagréments seront mineurs par rapport aux gains. Beaucoup d'embouteillages, ça a déjà commencé. Giscard d'Estaing risque d'être fermé à la circulation peut-être demain, dans la matinée, pour faciliter le transfert des chefs d'État et des délégations au lieu dit. Et puis c'est tout. Donc un plan de circulation alternatif sera déterminé, ils seront informés des populations. Donc, je leur demande de bien vouloir excuser donc, le gouvernement, la Côte d'Ivoire, et de faire bloc autour d'Alassane Ouattara pour qu'au sortir de cela, la Côte d'Ivoire ait gagné encore en notoriété pour le bénéfice de tous. Et les Ivoiriens ont cette qualité, l'hospitalité, vous ont bien entendu. Merci en tout cas à Monsieur le ministre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous suivrons bien sûr ce 5e sommet UE qui s'ouvre demain ici à Abidjan. Et on parle toujours de ce sommet UE-UA. Parlons maintenant des retombées dans ce reportage. À la veille du sommet des chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine, les visites s'enchaînent au parc automobile de Amadou Doumbia. Il vit en ce moment l'un des plus beaux moments de sa longue carrière de vendeur et loueur de voitures. La location, là, les véhicules sortent beaucoup et ça marche très fort pour nous. Parce que l'État nous a approchés, les personnalités nous ont approchés et on fait de la location. La tenue du sommet des chefs d'État à Abidjan est pour lui du pain béni. À la faveur de cet événement, Amadou Doumbia a déjà loué une vingtaine de voitures. Bon, en tant qu'opérateur économique, nous souhaitons d'avoir des sommets comme ça en Côte d'Ivoire, parce que ça rehausse l'image même du pays. Et ça nous arrange, nous, en tant qu'opérateur économique, c'est la période de vache grasse. Une période faste, un business rentable pour Amadou, qui se garde tout de même de communiquer sur le bénéfice qu'il réalise actuellement. Des véhicules pour assurer les déplacements des participants au sommet, mais également des chambres d'hôtel pour se loger. Cet hôtel en zone 4 a été sollicité pour accueillir 4 délégations étrangères. Cette chambre, c'est une chambre ministérielle. Et là, on a le vice-ministre du Nigeria qui a réservé la chambre là, pour le sommet. Donc on l'attend. Il y a toute son équipe qui est déjà là, le médecin et ses accompagnateurs, tout le monde est là. C'est lui-même que nous attendons comme ça. Marcel est le directeur de cet hôtel-là. Il se réjouit de cette opportunité d'affaires pour son établissement. On a vraiment une réservation qui dépasse les limites. Nous disons merci au gouvernement de vouloir nous permettre d'essayer de pouvoir faire un peu de rentabiliser un peu nos caisses. Dans cet hôtel où les prix des chambres oscillent entre 50 000 et 85 000 francs CFA, ce sont 60 chambres qui ont été réservées pour les participants au sommet. Pour Gouro Yatassay, vendeur d'articles divers au centre artisanal d'Abidjan à Makori, le sommet des chefs d'État est également synonyme de bonnes affaires. Le centre artisanal, c'est surtout les étrangers qui viennent vraiment nous voir et puis on fait de bonnes affaires avec eux.
Mais dans ce temps, puisqu'il y a le sommet Union africaine et Union européenne, vraiment dans ce temps, on voit vraiment des étrangers qui viennent et qui font vraiment tout le monde fait vraiment des affaires avec eux. Gouro est un habitué des grands événements organisés à Abidjan. Chaque fois quand les étrangers viennent et puis on fait les affaires. Parce qu'avec la francophonie, on a fait beaucoup d'affaires aussi avec les étrangers qui sont venus. Et voilà, on remercie vraiment les autorités. Grands comme petits, exerçant dans l'hôtellerie, la location de biens et de services ou la vente d'œuvres d'art, ils sont nombreux les entrepreneurs ivoiriens qui ont là l'occasion de réaliser l'affaire de leur vie. Voilà, c'est donc la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne abrite ses assises UEUA. L'événement constituera un moment important pour le renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe. Mais ces relations ont-elles évolué? À quel niveau se trouvent-elles aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage de Cheikh Koné. L'Europe est le plus proche voisin de l'Afrique et son principal partenaire en ce qui concerne les investissements étrangers directs, le commerce, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. En clair, ce qui se passe en Afrique a des répercussions sur l'Europe et vice-versa. Ces deux continents entretiennent depuis des décennies des relations économiques fortes dans plusieurs domaines. Au niveau du secteur agricole, entre 2007 et 2014, l'Union européenne a décaissé plus de 1925 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il faut préciser qu'en 2016, l'Union européenne et ses États membres ont fourni environ 11 550 milliards de francs CFA à l'Afrique au titre de l'aide au développement, ce qui représente plus de 50% de l'aide mondiale. La liste n'est pas exhaustive. Malgré ces chiffres évocateurs de la bonne santé des relations entre l'Europe et l'Afrique, plusieurs facteurs ont quelque peu sapé les bases de cette coopération qui s'est enrhumée au fil des années. Cette relation entre l'Europe et l'Afrique est toujours influencée un peu par son passé, par des structures de dépendance, par une certaine assimilation entre l'Europe et l'Afrique. Et ça fait que c'est toujours très difficile d'avoir un partenariat entre égaux. La forte dépendance de l'Afrique à l'aide au développement des pays européens porte un véritable coup de grâce au principe de base de cette coopération qui se veut bilatérale. On ne peut pas parler de coopération en mettant des vocables comme l'aide. S'il y a coopération, il doit y avoir plutôt des accords gagnants-gagnants. L'Europe a toujours donné l'impression qu'elle est là pour aider l'Afrique. C'est un discours qui ne tient plus et qui ne tient pas parce que l'Europe a des intérêts, évidemment. La nécessité de l'existence d'un partenariat d'égal à égal qui fera définitivement sauter le verrou du rapport bailleur-bénéficiaire est souhaitée par toutes les parties afin de renforcer la coopération Europe-Afrique menacée par une forte montée en puissance de la Chine. On sent qu'avec les autres acteurs qui se sont très intéressés, fortement intéressés dans l'Afrique, bon, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Amérique latine, le Brésil, la Turquie, le monde arabe et autres, ça donne certainement plus de poids à l'Afrique parce que pour la première fois dans son histoire, l'Afrique a des choix. Une approche dans la diversification des partenaires de l'Afrique qui va certainement redéfinir les sillons de la coopération Europe-Afrique qui tente à se fragiliser suite aux récents bouleversements vécus en Europe avec le départ de la Grande-Bretagne, l'un des membres les plus influents et les plus riches d'Europe. Avant ce sommet, les travaux des parlementaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, ouverts hier, se sont poursuivis ce mardi à l'hémicycle Plateau. Les parlementaires des deux continents préparent activement le mémorandum à présenter aux chefs d'État qui participeront à ce sommet UEUA. En marge des débats, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est entretenu avec le président du Parlement africain. Explication, Michel Digré. Nous faisons face à de nombreux défis qui mettent en péril notre objectif commun de prospérité et de stabilité. Pour relever ces défis communs aux deux continents, les parlementaires européens et africains débattent pour consolider le mémorandum qu'ils remettront aux chefs d'État à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Le président du Parlement panafricain a fait le point des travaux en cours au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
pays qui accueille le sommet. Il suit à la lettre tout ce que nous sommes en train de faire et je suis parti au nom de tous les parlementaires européens et panafricains lui dire merci pour ça. Mais également nous avons évoqué beaucoup de questions d'actualité, la sécurité en Afrique, les relations interparlementaires. En marge des travaux, Guillaume Soro a également reçu en audience la directrice exécutive de ONU Femmes. Dr Fanzil Mlambo a salué les efforts du Parlement ivoirien pour ses initiatives en faveur de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il des dispositions prises pour assurer la sécurité de ce sommet? Eh bien, pour se faire une idée, à quelques heures de ce grand rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement de l'UE et de l'UA, le chef d'État-major des armées, le général Touré Sekou, a visité le dispositif militaire de surveillance et de sécurité. Justement, la sécurité autour de ce sommet, un aspect sur lequel les autorités mettent l'accent pour la réussite de l'événement. La question a été évoquée au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait pour invité le lieutenant-colonel Cyril Yao Delora de l'opération Eurafrique. Nous écoutons un extrait de leur entretien. Dans le cadre du sommet Union européenne-Union africaine qui se tient demain, mercredi 29 et jeudi 30 novembre ici à Abidjan, les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire ont élaboré un plan de sécurisation dont l'objectif, bien évidemment, est de garantir le bon déroulement de ce rendez-vous international. Cette opération, baptisée Eurafrique, déploie près de 6500 hommes issus de la gendarmerie nationale, de la police nationale, appuyés par les armées. L'opération a débuté le vendredi 24 novembre dernier et s'achève le 1er décembre 2017 prochain. Il s'agira essentiellement, au cours de cette période, d'assurer la sécurité des hautes personnalités des délégations, de faciliter leur déplacement et de sécuriser leurs lieux d'hébergement ainsi que les locaux devant abriter les assises. Cependant, ce plan de sécurisation implique certaines restrictions, notamment en ce qui concerne la circulation routière et l'accès à certains lieux. Pour ce qui est de la circulation routière, les transports en commun, usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing venant de Grand Bassam, auront à effectuer certaines déviations et contournements tels que prévus par le plan de circulation. Pour ce qui est de l'accès à certains lieux, des dispositions particulières ont été mises en place. Premièrement, pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, n'y auront accès que les travailleurs après présentation de pièces d'identité et cartes professionnelles ou les voyageurs munis de leurs documents de voyage, billets et passeports. Pour les riverains et travailleurs de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, ils seront soumis à des contrôles à des points précis. Enfin, l'accès au quartier Cocody Ambassade, qui abrite le Sofitel Hôtel Ivoire, sera réglementé. En tout état de cause, je voudrais rappeler que les forces engagées dans cette opération sont à pied d'œuvre pour la réussir et réduire surtout l'impact des dispositions sécuritaires sur le quotidien des populations. Celles-ci, quant à elles, sont invitées à se conformer aux consignes qui leur seront communiquées régulièrement et de ne s'en tenir qu'aux informations délivrées par les canaux officiels. Les numéros verts de l'opération Eurafrique sont ceux du CCDO, à savoir le 100 et le 111. Je vous remercie. Voilà, comme vous l'avez entendu, l'armée donc met à la disposition des populations ces numéros verts suivants, le 100 et 111 de l'opération Euro-Afrique. Je l'annonçais en début de journal, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé aujourd'hui la campagne E4She. Entendez, lui, pour elle, c'est un concept pour promouvoir l'égalité des sexes. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. Le chef de l'État avait à ses côtés le vice-président ivoirien, Daniel Cablon-Decamps, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin.
La promotion du genre, l'État ivoirien, pour l'avoir inscrite dans sa nouvelle constitution, conformément à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, veut en faire une réalité. L'une des voies pour y arriver passe par la campagne I4CHI, c'est-à-dire lui pour elle. Campagne destinée à la lutte pour l'égalité des sexes. La cérémonie de lancement, présidée par le chef de l'État ce mardi, s'est déroulée à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Monsieur le Président de la République, en acceptant de présider personnellement le lancement de la campagne I4CHI, vous donnez une preuve supplémentaire de votre détermination à construire une nation juste et équitable pour un développement inclusif et harmonieux de notre pays. Grâce aux efforts du gouvernement en matière de protection de la femme, la Côte d'Ivoire a été retirée de la liste noire des pays dont les forces armées sont indexées pour des violences basées sur le genre. Au nombre des personnalités présentes à cette cérémonie, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, directrice exécutive de ONU Femmes, Mlambo Nkouka. Elle a salué l'engagement pris par les autorités ivoiriennes tout en promettant de soutenir leurs efforts pour cette cause, à savoir la lutte pour l'égalité des sexes. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est incontestablement avec des hommes et des femmes que la marche vers l'émergence tant prônée par lui et toute l'équipe gouvernementale peut aboutir. Pour nous, l'égalité dans la nouvelle constitution des hommes et des femmes non seulement est un principe constitutionnel, mais cela doit devenir une réalité. Et c'est pour cela que nous œuvrons à faire en sorte que nous ayons des résultats probants. Nous avons tout un dispositif législatif et des programmes concrets qui traduisent la volonté du gouvernement de faire de l'égalité des sexes une réalité. Nous pensons sincèrement que la marche vers l'émergence de notre pays ne peut se faire qu'avec la contribution de tous les hommes et de toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire. Donc nous comptons sur vous tous. Mon pays adhère donc pleinement au mouvement I4CHI pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en tant que président de la République, je m'engage à œuvrer résolument pour l'élimination de toutes les formes de violence basées sur le genre par la mise en œuvre d'un plan national d'action de lutte contre les pratiques néfastes telles que les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire d'ici 2020. Ceci est un engagement. Pour information, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est le premier chef d'État en Afrique francophone à s'être engagé dans cette campagne I4CHI, le deuxième après le président rwandais Paul Kagame. Le roi du Maroc est en visite en Côte d'Ivoire hier après le point de débarquement aménagé de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Le roi du Maroc a inauguré un autre édifice qui porte son nom dans la commune de Yopougon. Il s'agit du centre multisectoriel de formation professionnelle. Explication avec Mama Traoré et Awatouri. Au-delà de son architecture qui ne laisse personne indifférent, le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon s'est également doté de matériel de pointe pour ses futurs apprenants. Ce, pour l'ensemble des 21 filières de formation que compte cette école. Il s'agit d'une station totale de dernière génération. C'est un appareil qui permet de mesurer en fait les angles et les distances avec une très grande précision. À cette qualité de station totale, on a ajouté un scanner qui permet de donner vraiment un modèle numérique 3D de l'image. C'est en personne que le roi Mohamed VI, accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan, est venu inaugurer l'ouvrage bâti sur 3 hectares. Réalisé à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA par la Fondation Mohamed VI, ce centre va accueillir 1000 apprenants, les meilleurs du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils seront essentiellement formés au métier de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics.
Le centre va ouvrir le 4 janvier. Nous avons aussi pour objectif donc, de faire de ce centre un centre d'excellence et tout mettre en œuvre pour que ce joyau qui nous a été donné soit entretenu le mieux possible afin donc de permettre à nos jeunes d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Le module en tourisme et hôtellerie a été visé et bien visé avec une première en Côte d'Ivoire en ouvrant un centre au métier de la chocolaterie. Cette jeunesse sera d'autant plus aguerrie pour nous aider à faire du pôle touristique le troisième pôle économique de la Côte d'Ivoire avec une ressource humaine des plus compétentes. Le roi Mohamed VI souhaite le meilleur pour les élèves du centre de formation qui porte son nom. Il a ainsi lancé les travaux du futur internat de cette école. Il aura une capacité d'accueil de 100 places. Voilà le roi du Maroc est justement en Côte d'Ivoire pour participer au 5e sommet Union européenne et Air Côte d'Ivoire fait partie des compagnies aériennes qui assurent les différentes liaisons et qui vont permettre donc au chef d'État de participer à ce sommet d'Abidjan. Air Côte d'Ivoire, comme vous le voyez, voit sa flotte se moderniser. La compagnie aérienne vient de se doter d'un deuxième Airbus A320 après celui de juillet dernier et elle ne compte pas s'arrêter là. 5 Airbus au total seront acquis dans son programme de modernisation et de sa flotte. Ce programme coûtera 166 milliards de francs CFA. Le président français Emmanuel Macron arrive aussi à Abidjan demain pour le 5e sommet UA-Union européenne. Ce lundi, il est arrivé au Burkina Faso où il s'est adressé à 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, un grand oral dans une ambiance décontractée durant lequel il a abordé la lutte contre le terrorisme, le franc CFA, l'esclavage en Libye. Les explications d'Herman Djivi. Le Burkina Faso, première destination choisie par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée africaine. Et pour ses premiers mots, à l'occasion de cette visite officielle, Emmanuel Macron confirme le choix du Burkina Faso comme première étape n'est pas fortuit. Une visite à valeur de symbole. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années, ce qui continue de vivre. C'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, Monsieur le Président, mais avec tout un continent. Le dynamisme d'une jeunesse du Burkina Faso auquel le président français est tout de suite confronté dans ce que l'on pourrait qualifier de face-à-face avec les étudiants de l'université de Ouagadougou. Emmanuel Macron répond sans embâche aux interrogations qui lui sont soumises. Emmanuel Macron promet de déclassifier les documents sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. J'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couvertes aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Il révèle également sa stratégie pour lutter contre les violations des droits de l'homme en Libye. Une initiative qui doit commencer par frapper les organisations criminelles, les réseaux de passeurs qui agissent impunément depuis les centres urbains de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux côtes européennes. Je proposerai également que l'Afrique et l'Europe viennent en aide aux populations prises au piège en Libye, en apportant un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger. Dans le courant de la journée, des incidents sont signalés. Des centaines d'étudiants ont manifesté aux abords de l'université de Ouagadougou où le président français devait prononcer son discours. Barricades et pneus incendiés, manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène, les manifestants scandaient des slogans anti-impérialistes. Le président français est attendu ce mercredi en Côte d'Ivoire où il doit prendre part au sommet Union africaine, Union européenne. Une tournée africaine qu'Emmanuel Macron achèvera au Ghana voisin. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition, mais ne décrochez pas. Après ce journal à 20h50, RTI 1 vous propose une émission spéciale en direct consacrée aux enjeux du 5e sommet Union africaine-Union européenne, émission présentée par David Mobio. Très belle soirée sur RTI 1.
Le programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro a été lancé en décembre 2014 avec le concours du Fonds pour le développement durable de la coopération espagnole. L'originalité de ce projet, c'est que nous avons travaillé de façon conjointe, de façon complémentaire, en mettant l'accent sur les avantages comparatifs des uns et des autres et sur leurs compétences distinctives. Nous avons aussi eu recours à des compétences nationales, à des structures nationales pour mettre en œuvre les activités de ce projet. C'est un fonds de 900 millions de dollars, né en 2014, qui est héritier d'un fonds créé en 2006 avec une contribution initiale espagnole de 528 millions d'euros pour promouvoir le développement durable à travers des programmes conjoints, intégrateurs et multidimensionnels. Avec le concours de 3 agences du système des Nations Unies que sont le PNUD, l'UNICEF et la FAO, mais également avec des entités nationales que sont le FER et le port autonome de San Pedro. L'apport de la FAO a été d'abord un appui technique et financier à la réalisation de 22 micro-projets portés par des associations et groupements communautaires. En cours d'exécution du projet, nous avons enregistré la participation financière de 2 autres entités que sont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le Conseil régional de San Pedro. Les activités du programme conjoint portent essentiellement sur des axes d'intervention menés avec le concours de partenaires de réalisation que sont l'ANADER, qui nous accompagne pour l'encadrement des bénéficiaires, de même que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire à travers la clinique juridique de San Pedro. La clinique juridique est installée dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice en Côte d'Ivoire. Ses objectifs, rapprocher la justice des justiciables, c'est-à-dire permettre aux populations de connaître leurs droits et de savoir les faire valoir au niveau des tribunaux. Il y avait un handicap de 3 doigts, dont la clinique juridique en train de m'aider pour que je puisse percevoir mes droits, ma classification, mes congés et tout ce qu'il fallait revenir. Aussi, l'établissement des jugements supplétifs, qui est un volet important aussi des activités de la clinique juridique, qui consiste à donner des documents d'identité aux enfants qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Grâce au programme conjoint de lutte contre la pauvreté dans la région de San Pedro, l'UNICEF a pu retirer environ 300 enfants dans des situations de pire forme de travail des enfants et leur a offert une alternative professionnelle décente. Je ne suis pas allé à l'école. J'accompagnais mes parents au champ. Le travail que nous faisons là-bas, c'est un peu dur pour nous. C'est là, Ananda est venu. Nos parents nous ont demandé que c'est quel travail on va faire. Et on a pris le travail de l'élevage. Au niveau des projets financés par la FAO et le PNUD, ça concerne la réduction de la pauvreté. Donc c'est au niveau de la sécurité alimentaire. Et donc là, on met en œuvre des AGR financés donc par des agences de l'ONU. L'ANADER encadre techniquement ces producteurs-là à mieux produire. Avant, on faisait la culture du riz à la manière traditionnelle, c'est-à-dire à la volée. Le résultat était négatif. On n'arrivait pas à nourrir nos familles. Le problème conjoint est venu avec ce projet. Il nous a envoyé des matériels pour la culture du riz et nous avons bénéficié de la formation des agents de l'ANADER, ce qui nous a permis d'augmenter, de quadrupler notre production. Avant, on faisait seulement que aubergine, gombo, mais ça ne ressuscitait pas. Mais grâce à FAO, il nous a aidés. On a récolté beaucoup. On a vendu aussi, on a mangé. On a eu beaucoup d'argent. De 800 poussins, aujourd'hui nous sommes le 6e bande, on a 1000. Et quand on vend, on a une partie d'ayant à garder pour renouveler. Et une partie de l'ayant donnée aux membres, un peu, pour que chacun puisse se prendre en charge. Avec le partenaire Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, nous avons formé plus de 293 jeunes à l'élaboration de plans d'affaires et nous en avons financé, installé plus de 87. Il faut noter que le PNUD a apporté un appui à tous les bénéficiaires cibles de ce programme qui sont particulièrement les femmes et les jeunes en les aidant à apporter une réponse à leur quotidien, c'est-à-dire leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Nous avons suivi une formation d'1 mois qui consistait à élaborer un plan d'affaires. Aujourd'hui, l'activité nous a permis de nous prendre en charge
Et cela a permis aussi de créer des emplois avec nos jeunes frères que nous avons engagés avec nous ici. Le programme a fait que j'ai eu toutes ces machines avec les conseillers du programme qui nous forment tous les jours comment avoir la clientèle, comment gérer sa caisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser. Nous nous retrouvons sur le début du tronçon, EK19 jusqu'à Benjamin Cros. C'est une voie qui n'a pas été choisie au hasard. C'est une région économique. Et je crois que cette route vient à point nommé pour permettre effectivement à nos femmes d'avoir une bonne voie de circulation et pour les amener dans les marchés. Comme il n'y en avait pas route, riz est là, ça ne paye pas. Mais comme on a eu la route, on est très content. Au nom de toutes les femmes de ce village, on vous remercie beaucoup. Ce programme qui aujourd'hui tire vers sa fin, mais à nous de pérenniser ce qui a été mis en place par le gouvernement pour le bonheur de notre région et pour l'émergence de notre beau pays. Le programme a permis d'aménager 45 hectares de terre et mis en valeur par le biais de semences, d'engrais et d'équipements. Nous sommes satisfaits avec les programmes de lutte contre la pauvreté dans la région de San Pedro qui a permis d'améliorer la condition de vie des populations vulnérables à travers la promotion de la sécurité alimentaire, des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat local. Nous avons, au niveau du programme conjoint, enregistré à ce jour, après 2 ans et demi de mise en œuvre, plus de 60 000 bénéficiaires de la région de San Pedro, des jeunes essentiellement, des femmes, des populations vulnérables. Nous avons 1500 personnes bénéficiaires de nos activités dans les domaines agricoles et d'élevage. Nous avons délivré, dans le cadre du programme, plus de 3100 jugements supplétifs au bénéfice des enfants afin de leur donner une identité et afin de leur permettre d'avoir accès à l'école. Nous avons également, dans le cadre du programme, retiré plus de 200 enfants à risque de pire forme de travail des enfants des plantations et nous avons accompagné à travers des activités, mais également pour ceux qui étaient encore en âge d'être scolarisés, nous les avons accompagnés dans cette scolarisation-là. Aujourd'hui, nous avons donc des acquis assez importants. Et nous espérons que le gouvernement, le conseil régional et d'autres partenaires viendront prendre la relève pour consolider non seulement les acquis de ce programme, mais également s'inspirer de ce programme pour mettre en œuvre des actes du genre dans d'autres régions du pays où nous avons des taux de pauvreté et d'inégalité relativement importants. Yuki, nouveau format 30 centilitres, cocktail, pomme, orange, mocha café, tonique à seulement 200 francs. 200 francs? Trop cool! Alors, qui c'est les meilleurs? Yuki! Qualité Solibra. Une autre idée du mobilier. Chewing-gum Metals Fresh Action pour une explosion de fraîcheur. Nouveau parfum Cerise Monts. Oh, poteau, mignon garçon, c'est comment? Donne-moi ça ici, là. Oh. Hey, attends, le son est puissant comme ça, et putain, tu me fais pas la passe. Tu sais que c'est méchant? Oh, poteau, c'est comment? Yeah, t'es un woro. Il y a une tante, elle parle dans le taxi, elle parle, je t'assure, elle parle. J'ai dit, tu fais comme? C'est un envoyé testo, la jolie go de l'autre fois, là. Mon testo, là, on corrigé. Tu regardes pas le match aujourd'hui, toi?
Ah ouais, non, je comprends. Tu révises. Révise. Je reste avec toi. On a couilles. On cause pas un peu? Le pass Illimix Mini va en faire parler plus d'un avec les appels illimités vers 5 numéros préférés, des SMS illimités vers Orange et 50 émous d'internet à 300 francs par jour. Recommandé par la Fédération ivoirienne des causeurs. Orange. Vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonsoir. Le paiement du dividende a une fréquence généralement annuelle pour les entreprises cotées à la BRVM. Sur d'autres marchés, le paiement du dividende peut être semestriel ou même trimestriel. Et maintenant, les tendances boursières de la journée. Le marché financier ouest-africain a changé de tendance en terminant la cote de ce jour sur une hausse de ses deux indices de référence. L'indice BRVM10 a gagné 0,98% pour s'établir à 204,07 points. Quant au BRVM Composite, il a progressé de 0,72%, passant de 219,66 à 221,25 points sur la séance. Le titre Unilever Côte d'Ivoire a clôturé cette journée de cotation sur un gain de 6,94% à 9 625 francs CFA, affichant ainsi la plus forte hausse de la journée de bourse. A l'inverse, le titre CFAO Côte d'Ivoire a reculé de 7,49% et marqué la baisse record de la journée de bourse. Le prix actuel de l'action CFAO Côte d'Ivoire est de 37 000 francs CFA. La valeur totale des transactions de ce jour s'est située à 1,18 milliard de francs CFA contre 333 millions de francs CFA précédemment. À demain pour un nouveau numéro de Flash Bourse. Les 29 et 30 novembre 2017, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe se retrouvent à Abidjan pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne. La jeunesse est au cœur de ce rendez-vous déterminant pour le renforcement du partenariat entre le continent africain et le continent européen. Ce sont plus de 5000 participants de plus de 80 pays qui vont se réunir autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le peuple de Côte d'Ivoire, chaleureux et hospitalier, est mobilisé pour la réussite de ce sommet. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Sous le parrainage du ministre Alain Richard Dawayi, ministre des Eaux et Forêts, et le coparrainage de l'honorable Anoblé Félix, député de San Pedro, la Mutuelle Autonome des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, MAFC, organise les 1er et 2 décembre 2017 la journée sportive et le dîner gala des Eaux et Forêts à San Pedro. Au programme, cérémonie d'ouverture du tournoi au stade municipal de San Pedro, dîner gala des Eaux et Forêts, suivi de la remise des trophées aux lauréats de l'athlétisme et du Maracana. Infoline 08 57 74 91 02 24 84 24. Ensemble, construisons pour nos enfants handicapés intellectuels le complexe HKB pour une prise en charge améliorée et une insertion socio-professionnelle réussie. REA, la page blanche organise son dîner gala pour le démarrage des travaux de construction le vendredi 1er décembre 2017 à Eden Golf Club, Abidjan à partir de 20h. Au programme, prestations d'artistes et une nombreuse surprise. Carton d'invitation disponible à la page blanche. Infoline 22 41 02 07 07 00 12 22 02 23 71 61. Avec vous, nous existons. J'ai constaté que notre quartier est très sale. Nous sommes entourés de flaques d'eau et d'ordures qui constituent un véritable nid de moustiques. Or, ce sont les moustiques qui donnent le paludisme. Ah, Président, c'est le gars qu'on mange tous les jours, c'est qui donne le paludisme? Depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Mon corps ne fait que chauffer. Je pensais que c'était à cause du soleil. Le paludisme est causé par les piqûres de moustiques. C'est pourquoi je demande à ce qu'on nettoie régulièrement notre quartier et qu'on dorme sur les moustiquaires imprégnés qui nous ont été distribués gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas comment on utilise la moustiquaire imprégnée, il faut la sortir du sachet, la garder à l'ombre pendant un jour et l'installer le lendemain. Ce
sont des petits gestes très simples qui nous aident à lutter contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée protège efficacement contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations qu'il est formellement interdit, conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur emprise, de porter atteinte à la propreté des voies publiques, trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux, en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, pneus usagés ou véhicules. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivante en Côte d'Ivoire, gardons notre pays propre, sain, beau et protégeons notre environnement. Il y va de l'image de notre pays. Infoline 225 86 23 25 14. Sous le haut patronage de M. Madougou Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, sous le parrainage et la présence effective du ministre Mamadou Sanogo, président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les cadres du BAFING invitent du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre les populations à la célébration spéciale du Maouloud 2017 dans les villages suivants: Ganoué, Mandougou, Monzona, Bélor, Ténémassa, Bekosso, Toa, Banangoro et Deux-Séné. Au programme, cérémonie religieuse, inauguration d'infrastructures de développement et activités festives. Population de Bafing, vous êtes tous et toutes conviés à ces retrouvailles spirituelles et festives. Sous le parrainage de M. Ali Coulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les filles et les fils de Mborla Dioulasso vous convient les 29 et 30 novembre 2017 au Maouloud en l'honneur du président de la République pour ses actions de paix et de cohésion. Mercredi 29 novembre, théâtre des élèves franco-arabes. Jeudi 30 novembre, 13h30, 15h, lecture coranique et bénédiction pour le président de la République. 20h, accueil du parrain. 23h jusqu'à l'aube, prêche. Population de Mborla Dioulasso, soyons mobilisés pour la réussite du Maouloud 2017. Sous le haut parrainage de M. Begremondé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ivoire Sport Promotion et le district autonome d'Abidjan organise TIDA 2017 du 30 novembre au 6 décembre au stade Robert-Chantrou et au Parc des Sports. Équipe participante: ASEC d'Abidjan, Ivoire Academy, Racing Club d'Abidjan, SOA, FC San Pedro, Volcan Junior, Sélection ivoirienne U18, Académie Royale Maroc, Isonga FC Rwanda, Lakika FC Mali, Royal FC Burkina Faso, Wafa Ghana. Venez nombreux soutenir les futurs stars de football. Infoline 09 94 02. Ivoire a 1 an. Venez célébrer son anniversaire au Festi-Ivoire. Le Festi-Ivoire, c'est plus d'ambiance et de rafraîchissement avec le maquis en plein air, plus d'enjaillement avec Debordoline Koufa, Baby Philippe, Zouglou Makers, plus de joie avec DJ Moulokoukou, Yodé Siro et une bonne dose d'humour avec Ramatoulaye, le Magnifique et bien d'autres. Du 1er au 3 décembre 2017 au Palais de la Culture. L'enjaillement de l'année, c'est au Festi-Ivoire. Le ticket d'entrée est gratuit. Ivoire, notre bière, notre style. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir et bienvenue. Demain mercredi s'ouvre ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le 5e sommet Union africaine, Union européenne. Comme par le passé, ce sommet va s'articuler autour des défis communs auxquels sont confrontés les deux